Elle a pris ses fonctions en pleine crise du Covid. Elle a battu la campagne pour que le plan de relance bénéficie non seulement aux entreprises françaises, aux entreprises engagées, mais aussi à l'ensemble du secteur associatif. Elle a donné un coup d'accélérateur aux contrats à impact, aux entreprises à impact, à la finance d'impact. Elle défend aussi le partage de la valeur dans les entreprises, la féminisation des conseils d'administration. Bref, c'est une femme engagée, vous l'avez compris, c'est une femme politique qui n'a pas peur de l'action et qui n'a pas la langue dans sa poche, vous allez l'entendre. Et comme ça n'arrive pas tous les jours, eh bien je suis ravi d'accueillir aujourd'hui chez Mediatico une ministre pour ce portrait engagé. Bonjour à vous, Olivia Grégoire. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser une question toute simple, Olivia Grégoire. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Ce qui me fait courir, ce qui me fait me lever le matin, c'est la notion d'utilité. Au-delà du sens, bien sûr, c'est donner du sens, comme nous tous, à ma vie et à mon engagement. On est tous engagés, que ce soit dans son entreprise, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans une association, dans son école. Moi, je suis engagé au sein de l'univers politique, au sein d'un gouvernement. Et ce qui me fait courir depuis 40 ans, je vais dire, peut-être un peu moins, parce que toute petite, je raisonnais peut-être pas comme ça. Mais dès l'enfance, peut-être, oui. Mais dès l'enfance, dès très tôt, dès mes 7 ans, pour tout vous dire, donc depuis 35 ans, c'est d'être utile. Utile aux autres, utile à la société, utile à mon pays, utile. Et alors, à 7 ans, vous vouliez être utile à quoi ? Vous avez été utile à quoi ? J'ai été utile à mon papa. J'ai eu une enfance qui n'a pas été pavée de roses. J'ai été une enfant très aimée. En ça, c'était merveilleux. Mais mon papa a été frappé lorsque j'étais très jeune par le sort, par le fatum, par le destin. Il a eu un très grave accident qui l'a considérablement handicapé. Et il y aura ensuite 30 ans d'enfers médicaux, de maladies chroniques, de cancer. Et lorsque, en novembre 1985, au cours de danse où j'attendais mon papa n'est pas venu me chercher, j'ai appris qu'il avait eu un très grave accident. Et dans un appartement où nous vivions avec mon papa, ma maman, je n'ai pas de frères et sœurs. J'ai eu une enfance assez taciturne. Ma maman était aux côtés de la famille et de la souffrance de mon père. Et donc j'ai grandi assez seul, j'ai grandi entouré de livres, j'ai grandi beaucoup à l'école, avec mes copines d'école, j'ai grandi avec mes chiens, j'ai grandi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les animaux, ça a été mes copains du quotidien. Et mon obsession était très simple, dès l'âge de mes 7 ans, pas faire de vagues, pas créer de problèmes, il y en avait assez à la maison. Et essayer d'être utile à ma maman qui en bavait, utile à mon père qui était à l'hôpital, et essayer d'être utile en posant aussi le moindre de soucis possible. Et cette notion d'utilité est quelque chose qui m'a tenu, soutenu et qui me soutient encore. C'est vraiment ma raison de me lever le matin. J'ai jamais de plus grand bonheur, et c'est ce que permet la politique, c'est pour ça que je m'y suis engagé, que de me rendre compte qu'un amendement, qu'un décret a été publié à la suite de mon action et de mon engagement, et qu'il permet, une fois mis en place, de changer et d'améliorer un peu la vie des gens de ce pays que j'aime. C'est ce que j'ai fait, par exemple, dans la loi Pacte. On parle toujours de ce qui ne marche pas, mais j'ai fait voter un amendement avec Laure de la Raudière pour que les femmes d'artisans puissent être protégées au plan social, puissent bénéficier d'une protection sociale en cas de problème. Ça paraît peu dans l'agenda médiatique, c'est beaucoup pour des dizaines, voire des centaines de milliers de femmes. Voilà ce que j'aime dans la politique, l'utilité et le concret. Alors, on va avoir l'occasion dans cet entretien de reparler de la loi Pacte, de reparler de votre engagement pour les entreprises, mais je reviens sur la période de l'enfance pour bien comprendre d'où vous venez. Vous avez grandi dans quelle ville, à quel endroit ? J'ai grandi à Paris, je suis née à Paris 18e. J'ai grandi ensuite à Paris en partie du côté du 15e, mais j'allais à l'école dans le 17e. Donc vous êtes une Parisienne. Je suis une Parisienne, si tant est, vous connaissez le débat que les vrais Parisiens existent. Hein. On est tous enfants des territoires, donc j'ai des racines qui ne sont pas parisiennes, de mes grands-parents, à la fois du côté de la Bretagne, mais aussi du côté de la Drôme, de l'Auvergne, de la Franche-Comté. Et je suis née effectivement à Paris, de 2 parents nés aussi à Paris. J'ai grandi à Paris et quand mon papa, puisque je me suis ouvert à vous de ça, a eu cet accident terrible,
J'ai passé beaucoup de temps à Nice, chez mes grands-parents qui y vivaient à l'époque, qui me sont beaucoup occupés de moi. Et j'ai passé aussi plusieurs années dans ce fantastique Pays basque, puisque j'y ai passé mon adolescence. Mon père sortait d'un cancer, il fallait qu'il regagne de la force. L'iode et l'océan étaient nos amis. Et j'ai eu l'immense plaisir de passer mon adolescence dans un collège, puis un lycée à Bayonne, sur mon CIAO, avec mon bodyboard, face à la mer, souvent à Anglette. Et j'habitais à l'époque Anglette, 5 cantons, pour tout vous dire. On voit bien que vous êtes obligé, finalement, chaque fois de suivre votre père à cause de sa maladie, et ça, ça vous a marqué. Vous auriez pu devenir médecin, vous auriez pu vous engager d'autres façons, mais en réalité, votre parcours d'étudiante vous a mené, vous êtes passé par l'ESSEC en particulier, vous avez fait un master de marketing. De marketing, je suis passionné de lettres classiques, donc j'ai fait une Hippocagne. Mon rêve, c'était Normal Sup Ulm. Parce que je suis très féru de littérature et que je rêvais d'aller sur les mêmes bancs que Proust ou Sartre. Je n'ai pas réussi à cause de mon oral de latin, je m'en souviens encore. Et je me suis réorienté vers une licence d'histoire, Sciences Po, et puis un master à l'ESSEC. J'ai, contrairement à ce que certains députés insoumis m'ont parfois rétorqué, j'ai financé intégralement mes études seul. Dès l'âge de 17 ans et demi, j'ai vécu seul dans une petite chambre de bonne à La Garenne-Colombes. Je ne suis pas ce qu'on peut appeler une bourgeoise. Je suis une jeune femme qui, très tôt, a dû gagner ses sous. Quand j'étais à Sciences Po, je finançais Sciences Po, ma vie, ma petite chambre de bonne. J'étais à la fois étudiante, mais aussi chef de projet junior dans une agence de com, et je travaillais le soir. Il m'est arrivé pendant des années d'être serveuse, d'organiser aussi beaucoup d'événements, d'être hôtesse dans l'événementiel. Un agenda pas forcément facile avec une vie d'étudiante et parfois 2 jobs en même temps pour pouvoir subvenir à mes besoins, n'ayant absolument pas été financée jeune. J'aurais pu devenir médecin. J'ai une admiration sans borne pour les médecins, sans borne, et notamment pour les urgentistes. Mon père a été sauvé. J'ai eu un papa pendant 30 ans à mes côtés grâce à eux. Jamais, jamais je n'aurais pu être face à vous si je n'avais pas eu la chance de grandir en France et si mon père n'avait pas eu la chance de bénéficier, bien sûr, du savoir-faire médical français, mais aussi de la protection sociale française. On est un grand pays. Il suffit de prendre un avion, d'aller à Londres ou à New York pour se rendre compte à quel point notre pays est un grand pays socialement. Je pense qu'il est important de le rappeler. Souvent, c'est comme dans les histoires d'amour, hein, la politique, c'est résolument humain. Quand on a des acquis, quand on a des avantages, on s'y habitue et on oublie que nous, on a ces avantages là où d'autres n'en ont pas. Jamais je n'aurais pu faire 8 ans d'études supérieures, jamais, sans l'aide de l'État français et sans l'excellence médicale française. Malheureusement, j'ai trop traîné dans les couloirs des hôpitaux. Je connais très bien tous les hôpitaux parisiens qui ont plus que mon respect. Et j'ai peut-être été trop tôt dans ce champ médical pour y dédier ma vie. Et j'étais pas très bonne en maths, pour tout vous dire, ce qui m'a orienté vers une carrière plutôt littéraire et liée aux humanités. Mais on le dit pendant le Covid, je le pense depuis 30 ans, nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, nos ambulanciers, nos pompiers, ces gens sont des gens fantastiques. Alors on voit ce qui compte vraiment au fond de votre cœur. J'aimerais aussi que vous nous disiez, Olivia Grégoire, quels sont les personnages qui vous ont le plus inspiré dans votre parcours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer, ce qui fait parfois, voire souvent sourire mon cabinet, puisque notamment à chaque retour de vacances où j'ai mes nouvelles inspirations, mais parmi mes inspirations fondamentales, il y a d'abord des auteurs, avant les politiques, pas forcément des auteurs parmi les plus connus en France. J'ai nourri assez tôt une grande passion pour Albert Camus, dont j'ai à peu près lu l'intégralité de la correspondance et notamment la fantastique correspondance avec Maria Casares, dont, à l'excepter de la correspondance de François Mitterrand, je dois dire que j'ai rarement autant pleuré sur des lettres aussi puissantes, et je dois dire que celle de la correspondance amoureuse
du président Mitterrand m'a aussi énormément ému. Je parle ici de l'auteur, donc j'ai été très fan de Camus très jeune. Je connais une bonne partie de l'étranger par cœur. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme. Enfin, on ne peut pas facilement en parler en QAG, mais Camus m'inspire beaucoup. Et j'ai découvert à peu près à ma majorité Émile Cioran, un philosophe polonais qui est assez peu connu en France, chantre du pessimisme, qu'il ne faut absolument pas lire quand on n'a pas la patate, hein, soyons clairs, que ce soit de l'inconvénient d'être né ou les syllogismes de l'amertume. C'est un philosophe extrêmement pessimiste, mais il y a quelques phrases, dont une que je vais vous citer, qui rythment ma vie depuis toujours, et je dois dire que je continue beaucoup à lire Cioran, encore cet été, parce que cette promotion du pessimisme et du caractère mortel de l'homme me ramène, moi, c'est très personnel, à un optimisme de volonté, parce qu'on ne va pas se mentir et on va en parler, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il faut le vouloir, hein, d'être optimiste. Il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, et c'est ce que j'aime chez Cioran, qui est résolument dans l'air du temps. Et de par son pessimisme, il me pousse à un optimisme de volonté. C'est une antidote. C'est une sorte d'antidote. Et je dois dire que la façon dont la politique, c'est aussi de l'art oratoire. Et on a eu d'immenses personnages, à commencer par Clémenceau, évidemment, entre autres, mais qui savaient ciseler les mots sans pareil. Et cette façon qu'il a d'écrire de façon très courte, avec ses aphorismes et ses phrases qui en 3-4 mots, sont d'une puissance incommensurable, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup en politique. Et parmi les phrases qui dictent mon quotidien, je pense ici à mon cabinet qui, en regardant l'interview, sourira et pourrait dire la phrase à ma place. C'est la phrase de Cioran selon laquelle ceux qui retombent toujours sur leurs pieds sont des déserteurs de l'absolu. Je laisse les auditeurs réfléchir à cette phrase. Je n'aime pas les déserteurs de l'absolu. Parfois, on se casse la figure. Parfois, comme les chats, ou pas comme les chats plutôt, on ne retombe pas sur ses pieds. On a des galères, on a des échecs, mais c'est ce qui fait aussi de vous un défenseur de l'absolu. Et l'échec est constructif, j'en ai connu beaucoup. Donc ceux qui retombent toujours sur leurs pieds sont des déserteurs de l'absolu. Ne pas retomber sur ses pieds, c'est pas très grave. Parmi les politiques... Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi cette question, il y a les personnages du monde politique auquel vous appartenez aujourd'hui, qui forcément ont tracé votre chemin également. Celui qui m'a le plus inspiré et qui est aujourd'hui encore en tête de gondole dans mon bureau avec le nœud gordien, c'est Pompidou, c'est Georges Pompidou, que j'ai découvert en réalité très jeune, vers 16 ans, par le truchement de son anthologie de la poésie française. Une formidable anthologie de toute la poésie française depuis le 15e, 16e siècle. Un grand homme de lettres, un grand homme d'amour, un grand homme de culture, mais de la culture au sens large. Bien sûr, la littérature, la poésie, mais aussi, on le sait, le design avec Paulin, la peinture, le musée qui porte son nom et qui est quand même un des piliers de l'art contemporain de notre pays. Et un homme dont je dois dire que j'ai aimé et la retenue politique, la loyauté, à l'endroit notamment du général, et la façon dont, malheureusement, que pendant quelques années, il aura gouverné notre pays. Je recommande à tous de parler et de lire surtout Pompidou et de parler du nœud gordien qui porte en lui, ouvrage qu'il n'aura pas le temps de terminer puisqu'il décédera avant la fin, qui parle de notre vie politique en des termes résolument actuels et modernes. Après Pompidou, j'ai été, et je suis encore très inspiré par Pierre Mendès France et sa modernité. Pierre Mendès France qui a très tôt compris qu'il fallait parler aux Français sans intermédiaire, sans filtre. Pierre Mendès France qui a fait ses causeries à la radio une fois par semaine pour aller expliquer, et c'était la première fois en tant que président du Conseil, directement aux Français son action. Donc il y avait une résolue modernité bien avant l'époque qu'on connaît. Pierre Mendès France, dont lorsque j'étais député, essayé très modestement de reproduire les causeries. Tous les mois, j'avais ces causeries avec les gens de ma circonscription, et je crois que c'est très important de ne jamais oublier, quand on fait de la politique, que nous ne sommes là que parce que des gens nous ont fait confiance et ont mis notre nom
dans une boîte et dans une urne pour que nous soyons élus. Et donc je trouve fondamental, et Pierre Mendès France a eu cette intuition très tôt, d'écouter et de parler sans filtre aux gens qui nous ont fait confiance. Et par la suite, j'ai aussi été très inspiré. J'ai retravaillé ces discours il y a peu de temps par Jacques Chaban-Delmas et sa nouvelle société, dont certains critiquent parfois les éléments, mais qui me semble là aussi d'une résolue modernité. Une nouvelle société qu'il a essayé de bâtir. Ces trois personnalités, Pompidou, Mendès France, Chaban, sont des gens qui ont rythmé ma culture politique jusqu'à mes engagements beaucoup plus récents. Et parmi les gens qui m'ont appris, et je terminerai sur lui, qui m'ont appris humainement d'abord, qui m'ont fait grandir avec bienveillance, puisque j'ai fait mes premiers pas dans ces équipes. Ils s'en rappellent, mais j'étais vraiment très jeune, j'avais 23-24 ans. Mais je dois dire que sa bienveillance m'a marqué, sa hauteur de vue aussi. C'est pas si fréquent en politique, la bienveillance. Jean-Pierre Raffarin est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et dont j'ai l'honneur d'avoir encore le plaisir de pouvoir échanger avec lui. Et au-delà du sens des mots, c'est un homme qui a un sens de la France et un sens de l'humain auquel je suis particulièrement sensible. Alors Olivier Grégoire, l'élection présidentielle arrive à grands pas devant nous. Votre mandat de secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable va s'achever nécessairement. C'est un mandat qui a été marqué évidemment par le Covid, par la pandémie. La France s'est arrêtée, il a fallu soutenir l'économie française et les associations. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette période-là ? J'ai envie de rappeler une évidence. D'abord, je l'ai vécu dans la souffrance. C'était une contrainte politique forte. Oui, mais avant tout, avant d'être une politique, je suis une femme. D'ailleurs, vous le disiez, les mots ont un sens. On dit femme politique, on ne dit pas politique femme. Avant d'être une politique, je suis une femme. Je vous ai dit que je connaissais bien les hôpitaux. Je ne connais que trop bien les réanimations. Et je vous jure que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, et j'en ai pas beaucoup, j'essaye d'éviter de m'en faire, la vie est trop courte, de passer en réanimation. Je ne connais que trop ces endroits. Quand vous êtes nommé et qu'il y a à peu près déjà 100 000 morts, vous avez une haute conscience et une conscience grave du moment dans lequel vous entrez au sein d'un gouvernement. Donc d'abord vous dire que c'est avec beaucoup de gravité, avec de la souffrance aussi. Je suis quelqu'un d'assez sensible et je crois que c'est important de le rester quand on fait de la politique. Il faut se blinder un peu, mais il faut rester qui on est. C'est d'abord un début de mandat au sein du gouvernement qui est un début meurtri. Beaucoup de choses vous paraissent anodines. Beaucoup de combats de coq politiques vous paraissent dérisoires. Quand on parle de gens de 25 ans ou de 35 ans ou de 45 ans qui sont entre la vie et la mort en réanimation, quand on a 100 000 morts parmi nos compatriotes. Donc d'abord, c'est un engagement qui a été très meurtri, parce que je suis une femme sensible et que j'ai beaucoup de considération pour le personnel médical. Le président de la République m'a nommé pour faire, et pas pour observer, et pas pour me complaindre. Et donc j'ai essayé, et je pense avoir réussi sur certains sujets, de faire au maximum pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et au service des entreprises et de la responsabilité des entreprises, dans un contexte extrêmement contraint. Ça a été très difficile, par exemple, d'aller parler de certains sujets compte tenu de l'agenda médiatique. Quand, par exemple, vous avez 1 milliard d'euros dans le plan de relance, comme c'est le cas, et je me suis battu pour qu'on les ait avec Bruno Le Maire, il faut bien que j'aille à un moment ou à un autre sur un plateau, dans un média, dans un journal de presse quotidienne régionale, pour dire là, il y a 1 milliard d'euros au service des acteurs de l'ESS, allez les chercher. Pour aller les chercher, ça se passe comme ça, c'est ici, dans l'intérêt des gens. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un démarrage qui a été difficile, parce qu'il y avait très peu de place pour aller promouvoir ces sujets, et donc il a fallu faire preuve d'un peu de créativité et d'audace pour aller promouvoir à l'endroit de ces acteurs de l'économie sociale ce que nous faisions. Je prends un exemple. Dans l'économie sociale et solidaire, vous avez les associations. On sait à quel point les associations ont été majeures. D'abord, elles le sont de tout temps, mais elles l'ont été encore plus pendant cette crise. Le fonds de solidarité, les aides qu'on dit de droit commun, les aides d'État qui ont été mises en place pour les entreprises. Quand je suis arrivé, elles n'étaient absolument pas utilisées, ni même demandées par les associations. Pourquoi ? Non pas parce que, évidemment, les associations n'en avaient pas besoin. Les associations ont besoin de ces financements publics.
mais parce que l'information n'avait pas passé, comme on dit, le mur du son. Je suis arrivé, c'était à peu près 150 millions d'euros du Fonds de solidarité, à l'été dernier, qui avaient été distribués aux acteurs associatifs, alors qu'ils étaient parfaitement légitimes pour en bénéficier. Donc vous estimez que 150 millions, c'est beaucoup trop peu? Mais c'est rien compte tenu de leur engagement et de la réalité de leurs besoins. Donc il a fallu qu'on fasse montre de pas mal d'audace et de créativité pour se débrouiller, et ça c'est mon problème de politique, pour faire passer l'info à ces acteurs qui avaient de l'argent, qu'ils étaient légitimes pour en bénéficier, qu'il fallait aller le chercher, parce qu'on ne voulait pas que des associations ferment et que je voulais les maintenir. C'était ma priorité absolue. Et donc on a battu tous les fers, on a fait feu de tout bois, j'ai fait quasiment le tour de France, à chaque fois de la presse régionale, j'ai simplifié les dispositifs en interne, etc. Et au moment où je vous parle, c'est plus de 500 millions d'euros qui ont été distribués aux associations par le Fonds de solidarité. J'exprime ici quelque chose d'important qui est lié à l'information et à la communication. C'est pas aller faire des plateaux pour faire la belle, comme aurait dit mon père. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'aller promouvoir son action pour que ceux qui ont vocation à en bénéficier activent les choses. Quand vous êtes en charge de l'économie sociale et solidaire, vous êtes en charge de quoi, en fait? Vous êtes en charge des solidarités. Vous êtes en charge de faire en sorte que l'argent du plan de relance, au-delà des financements par ministère, puisse aussi venir abonder les acteurs de la solidarité et les acteurs de cette économie solidaire. Et donc, il est indispensable de leur faire savoir ce à quoi ils ont droit. Ça a été tout l'objet de mon engagement depuis le début de la crise. Et pour vous répondre, c'est typiquement l'impact direct de la crise Covid, c'est que j'ai eu une action qui a été extrêmement tournée vers la crise. Comment les accompagner, les aider, les financer, les consolider en crise. Et en même temps, je ne pouvais pas raisonner que conjoncturel et que crise. Ok, je suis en crise, donc il faut gérer la crise, mais qu'y a-t-il à faire de structurel, en plus du conjoncturel, qui restera bien après moi? Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, par exemple, avec la plateforme impact.gouv.fr que j'ai lancée, que je stabilise de plus en plus et que je finance de plus en plus, et je vais le faire de plus en plus dans les mois qui viennent, pour que cette plateforme demeure et que les entreprises françaises responsables aient un lieu pour promouvoir leurs actions en matière environnementale et sociale. Cette plateforme, impact.gouv.fr, elle n'a pas été créée, je dirais, à cause ou grâce à la crise, elle a été créée de façon structurelle, et il est indispensable qu'elle me perdure. Moi, je ne fais que passer. Je rappelle, ministère, étymologiquement, c'est serviteur. Donc moi, je ne suis là que pour servir. Et j'ai l'honneur de le faire pour 18 mois. Mais il est indispensable que cette plateforme me survive. Et donc, toute la difficulté, pour finir de répondre à votre question, c'est quand on est nommé en crise, oui, il faut gérer la crise. C'est bien la moindre des choses. Mais pas que. Il faut aussi continuer à travailler de façon plus structurelle pour qu'il y ait des choses qui perdurent bien au-delà de la crise. Alors, vous avez effectivement voulu imprimer votre marque, impulser, transformer l'économie française, développer la finance à impact, peut-être aussi changer le regard des entreprises sur elles-mêmes en leur disant « allez sur cette plateforme impact.gouv.fr et voilà, apprenez à mesurer votre impact et contribuons ensemble à la définition d'indicateurs et à faire progresser cette idée-là ». Vous avez aussi décidé d'étendre l'expérimentation territoire zéro chômeur, de créer des nouveaux pôles territoriaux de coopération économique, parce qu'au fond, vous êtes convaincu que la coopération économique a du sens. On n'est pas forcément toujours dans la compétition économique, on peut être dans la coopération. De quoi est-ce que vous serez la plus fière à l'issue de votre mandat, Olivia Grégoire? Je pense, pour faire le lien avec ce que je vous disais, je pense que le fait d'avoir modestement contribué à faire en sorte que, comme vous le disiez, les entreprises, quelque part, se révèlent à elles-mêmes et viennent sur cette plateforme impact.gouv.fr fait partie des plus belles choses que j'aurais eu l'honneur de réaliser ici. Pourquoi? J'ai déjà servi l'État, évidemment pas en étant au sein d'un gouvernement,
Vous avez travaillé chez Etalab. Voilà, j'ai travaillé notamment chez Etalab. Avant, j'avais fait du cabinet, etc. Etalab, vous voyez, quand j'ai lancé, je m'en souviens encore, Et vous 5 décembre 2011. Et vous avez travaillé en entreprise. C'est ce qui est très intéressant dans votre parcours. Oui. Vous connaissez les deux côtés. Et j'ai travaillé dans tout type d'entreprise. Petite, moyenne, très grande. Chez Saint-Gobain, chez DDB dans la dans des grosses boîtes américaines, petites françaises, grosses industrielles. Et après, j'ai monté la mienne, voyez-vous. Donc, je suis passé par tous les stades. Vous êtes aussi entrepreneuse. Mais petite entrepreneuse. J'avais qu'une petite structure. Mais c'est important. Je connais aussi les questionnements et les soucis et les angoisses de l'entrepreneur, puisque je l'ai été. Mais revenons sur la partie de l'État. Je me souviens encore, c'était le 5 décembre 2011. À Matignon, nous lancions data.gouv.fr. J'y avais travaillé des jours et des nuits avec le patron d'Etalab à l'époque, Séverin Naudet. Et j'avais bâti toute la stratégie éditoriale, la stratégie de communication et l'évolution de cette plateforme. Voir qu'en 2021, data.gouv.fr est encore là. Est terriblement enrichi par les données publiques. Voilà typiquement le genre d'action dans ma vie professionnelle où je me dis, ça c'est réussi parce que ça m'a survécu. C'est tout le mal que je souhaite à impact.gouv.fr. J'ai plein de défauts, mais je ne suis pas égotique. Je crois que quand on sert l'État et quand on gouverne, il ne faut jamais perdre de vue ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est là que parce que des gens vous ont fait confiance en votant pour vous. Chaque matin, je me le répète. Et ne jamais oublier ce qu'on leur doit. Et qu'est-ce qu'on doit aux gens, plus largement, au-delà, quand vous êtes au sein du gouvernement, bien au-delà de ceux qui vous ont élus? On leur doit l'action, on leur doit une action utile, pérenne et respectueuse du denier public. Je rappelle souvent que l'État, en tant que tel, n'a pas d'argent. C'est l'argent des concitoyens. Et la moindre des choses et le moindre des respects, c'est de ne pas bâtir des projets pour se faire plaisir avec l'argent des autres. C'est de bâtir des projets qui servent les entrepreneurs, qui servent les Français, chacun dans son périmètre, en investissant l'argent public de façon pérenne et de façon à ce qu'ils survivent aux personnages et aux personnalités politiques. Je formule le vœu qu'impact.gouv.fr, en 2024, en 2025, soit une plateforme connue, habituelle des entrepreneurs, qui viennent y chercher de l'info et y publier leurs données. Philosophiquement, derrière cette plateforme, il y a une conviction très forte que j'ai en moi et que mon parcours résume assez bien. Je vous ai dit, mon obsession, c'est l'utilité. C'est être utile et donc servir. Servir à quelque chose. On peut servir son objectif ou une cause. On peut très bien la servir en entreprise. On peut très bien la servir dans le secteur associatif. On peut très bien la servir en politique. À chacun son choix, je dirais, d'environnement. Moi, j'ai fait de la responsabilité sociale en entreprise. Je promeux aujourd'hui la responsabilité sociale au sein du gouvernement. Je dirais, peu importe le lieu, pourvu qu'on ait l'action. Et je pense, très important, et c'est ce qui a bâti impact.gouv.fr dans ma tête, de donner à l'entreprise et aux entrepreneurs, je dirais, les lettres de noblesse et le respect qui leur incombent. J'ai été très frappé, alors c'est peut-être parce que naïvement j'étais primo-député et que je n'avais pas une carrière politique avant, mais j'ai été très frappé en arrivant en 2017 et dans les premières années de 2018, des discours sur l'entreprise dans l'hémicycle au sein du Parlement. Tellement, je vous assure que parfois, il fallait que je sorte pour aller prendre un peu d'air et pour que mes idées se remettent en place. J'ai énormément d'entrepreneurs autour de moi, mais je parle de petits entrepreneurs, je ne parle pas de boîtes cotées. De boîtes qui ont peut-être 20 ou 10 ou parfois 5 salariés. L'obsession de la femme ou de l'homme qui dirige ces structures, l'obsession, c'est pas son dividende quand elle se lève le matin. L'obsession, c'est de réussir à bien payer ses salariés à la fin du mois et donc à créer le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir payer ses salariés. Cette façon qu'a tout un pan de l'échiquier politique de jeter l'opprobre sur l'entreprise, de transformer les débats, de les tordre au service d'un capitalisme qui ne serait qu'uniquement vicieux, de patrons, vous voyez, le mot n'est pas anodin, qui ne serait qu'en quête avide de dividendes et d'enrichissement ultra personnel, etc.
ça n'est pas la réalité de 99,9% des entreprises de notre pays. Et je trouve injuste qu'on ne rende pas plus hommage aux entrepreneurs et notamment aux petits et moyens entrepreneurs qui se décarcassent pour faire tourner leur boîte, notamment pendant la crise, pour payer leurs salariés. Et le nombre de copains et de copines que j'ai qui ne dorment pas parce qu'ils ont une petite agence, une petite structure et qui ne savent pas comment ils vont pouvoir honorer la paye et le salaire de leurs collaborateurs à la fin du mois, la part de ces gens-là, elle est tellement majoritaire que je trouve atrocement injuste la caricature qui est faite par certains pour des raisons d'idéologie politique et d'objectifs politiques des entrepreneurs dans notre pays. Comment on change ça ? On change ça notamment... On envoie les députés en stage dans les entreprises ? Alors, d'abord, il faudrait certainement plus de fluidité entre l'entreprise et la politique. Trop de politiques parlent de l'entreprise sans jamais y avoir foutu un pied, ce qui me rend assez colérique. Et puis après, modestement, avec des outils comme ce que j'ai fait avec impact.gouv.fr. Pourquoi ? Parce que cette plateforme, elle permet à l'entrepreneur de dévoiler ce qu'il fait. Je n'ai pas créé cette plateforme pour dire aux boîtes françaises excusez-moi, de façon un peu péremptoire, il serait temps d'être un peu plus responsable ou d'être un peu responsable. Elles ne m'ont pas attendu. Je rappelle que 98% de notre emploi salarié est créé par des patrons de PME. Ce n'est pas les boîtes du CAC 40 uniquement qui créent l'emploi salarié. Et donc la richesse de notre pays, c'est ces petites et moyennes entreprises, souvent de moins de 50 salariés, et des territoires. Et les entreprises de taille intermédiaire, donc quasiment 70% des sièges sociaux sont dans les territoires. C'est elles qui font vivre le pays. Ce n'est pas les gens dont on parle dans les grands journaux économiques et uniquement le CAC 40 et les entreprises cotées, qui font aussi leur part. Et en fait, c'est l'origine même d'impact.gouv.fr. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui sont venus me voir, notamment pendant la loi Pacte, en me disant, vous savez, Mme Grégoire, moi j'ai complètement transformé ma ligne d'achat pour faire une ligne d'achat durable. Mais je ne vais pas vous mentir, hein, ça me coûte plus cher. Et vous savez quoi ? Ça me coûte d'autant plus cher que j'ai aucun avantage du côté de l'État à le faire. Je n'ai pas un coupe-fil dans les marchés publics quand j'ai une politique d'achat responsable. Je n'ai pas un coupe-fil dans les marchés publics quand je fais travailler plus que mon concurrent des entreprises adaptées pour renforcer l'insertion des personnes handicapées. Je n'ai pas une TVA à taux réduit. Non, ce qui rend l'engagement et la mutation de l'entreprise encore plus remarquable. Et beaucoup de ces entrepreneurs, sans aucune agressivité, m'ont fait comprendre, et parfois m'ont dit, ils ont bien fait de le faire, en gros, on n'a pas attendu l'État pour être responsable. Et que parce que parfois une boîte dans notre pays a une pratique irresponsable, on condamne toutes les autres, ça me rend dingue. Et donc cette plateforme Impact.gouv, c'est aussi dans une démarche un peu, pardonnez l'étymologiste, enfin l'helléniste passionné qui sommeille en moi, mais ce que j'ai cherché, c'est l'aletheia. J'aime bien ce mot, ça veut dire dévoilement en grec. C'est que les boîtes puissent avoir un lieu où elles puissent se dévoiler un peu de façon neutre et sans risque, puisque c'est anonymisé, et donner à voir ce que les entreprises françaises font déjà sans avoir attendu les injonctions de l'État. Nos entreprises sont pour la plupart des acteurs économiques et sociaux extrêmement responsables. Je pense que la crise a un peu contribué à le démontrer. Les entreprises des territoires ne nous ont pas attendus pour passer d'une fabrication, par exemple, je pense à une entreprise du Nord qui est dans les collants et les chaussettes. Personne ici à Bercy les a appelés pour leur demander de fabriquer des masques. Hein. Ils l'ont fait tout seuls, ils ne nous ont pas attendus. Et ça, ces gens-là, il faut les mettre en avant. Alors, Olivia Grégoire, votre mandat n'est pas tout à fait terminé. Non. Il vous reste quelques mois devant vous. Quel horizon politique s'offre à vous d'ici mai 2022 ? Déjà un horizon personnel, puisque j'aurai un Noël avec un beau cadeau, puisque... Vous êtes enceinte. Voilà, j'ai une petite fille qui nous rejoindra à Noël, donc j'ai déjà un horizon personnel et je le dis parce que je pense que c'est sain, et je pense même que les Français l'attendent, non pas ma fille, hein, je vous rassure. Pas autant que vous dans ce cas-là. Je pense que c'est sain, et je l'ai souvent dit, de rester la femme ou l'homme qu'on est avant d'être politique. Donc déjà, j'ai un horizon de femme, qui est que je vais être maman, et ça fait longtemps que je l'attends. Donc ça n'empêchera pas mon action d'ici à décembre, mais ça va un peu la scander.
Je vais ensuite, évidemment, m'investir dans la campagne au service du président de la République en vue de sa réélection que je souhaite de toutes mes forces. Je pense que c'est un grand président. Je pense qu'on se révèle en crise et qu'il n'a pas démérité. Et j'aime, au même titre que je parlais de femme avant d'être politique, j'aime l'homme. J'aime son impertinence, j'aime son intelligence, j'aime sa chaleur humaine. Vous voyez les mots qu'il a eus, ainsi que Madame Macron, quand il a appris que j'attendais un bébé, de façon très simple et très chaleureuse. Et je m'investirai dans la campagne à ses côtés, là où il me souhaitera utile, on en revient au début, possiblement sur les sujets économiques, possiblement au service de propositions en matière de partage de la valeur, en matière de contrat social. Je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour contribuer modestement à sa réélection. Et étant une femme assez active, je pense que dès avant l'arrivée du printemps, je retrouverai les plateaux télé s'il le faut et s'il faut aller porter le fer, parce que je ne baisserai pas la tête devant notre bilan. Nous n'avons pas à rougir et je pense que nous pouvons être fiers d'un certain nombre de paramètres. J'aurai ensuite, je l'espère, après sa réélection, l'honneur de me représenter à la députation de la 12e circonscription de Paris, 15e et 7e arrondissement, pour y porter les couleurs de La République En Marche. J'ai à cœur, et profondément à cœur, de mener une campagne à hauteur d'hommes et de femmes et au service des habitants de la circonscription, tout en ayant été ministre. Donc les gens sont intelligents, ils savent que j'ai été très engagé au service du gouvernement, et donc il est important aussi que je revienne vers eux au sein de la circonscription pour leur dire que cet engagement, il n'a été possible que grâce à eux et que j'aimerais le poursuivre. Et tout faire pour être réélu aux prochaines élections législatives en mai prochain. Cet été, vous avez été vacciné par votre collègue ministre de la Santé, Olivier Véran, devant les caméras. Comme Ségolène Royal avant vous, comme Rachida Dati, vous êtes donc la 3e ministre à avoir fait de votre grossesse un événement politique. Est-ce que c'était un passage obligé? Et est-ce que ça dit quelque chose, à vos yeux, de la place des femmes en politique et peut-être aussi de la place des femmes en entreprise? Est-ce qu'il faut faire reconnaître une grossesse davantage que ce qu'on le fait aujourd'hui, par exemple? D'abord, je voudrais dire coucou à Florence Parly, Axel Lemaire aussi, qui ont été enceintes et membres du gouvernement, et qui, entre nous, sans méchanceté aucune, mais typiquement m'inspirent plus que les 2 autres personnalités politiques que vous venez de citer. Je n'ai pas, à proprement parler, fait de ma grossesse un événement politique. Un petit peu quand même. Non, je vais y revenir. Je crois pas. J'ai fait de ma grossesse une opportunité pour communiquer sur le plan sanitaire avec une volonté qui est d'être utile aux femmes qui, comme moi, sont enceintes et se questionnent. Donc je vais y revenir. J'ai déjà annoncé, et j'ai souhaité pour le coup annoncer moi-même et gérer la communication autour de ma grossesse. Pourquoi? Parce que je suis une femme qui m'arrive tous les jours à peu près d'être assez coquette et que j'avais pas envie de subir l'information d'un journal, People ou autre, et que je préférais l'annoncer moi-même plutôt que de subir ce que j'ai pu subir, et je n'y reviendrai pas, en 2018, quand j'ai pu fréquenter une personnalité politique et que j'ai eu en plus l'immense chagrin d'enterrer ma maman et le dégoût que j'ai ressenti quand j'ai été shooté par des paparazzis et que j'ai fait la une de la presse People. Voilà quelque chose que jamais je ne veux revivre, et donc j'ai essayé de maîtriser mon information plutôt que de la subir comme j'avais eu à la subir. Deuxièmement, fin juillet, effectivement, j'étais à l'écho de mes 5 mois et j'ai pas mal d'amis enceintes. Je crois qu'il y a un baby-boom post-Covid, et ça, c'est une super chouette nouvelle, qui se posaient beaucoup de questions. Et c'est vrai que dans le magma d'information, c'est pas forcément évident de savoir quelle est la parole officielle, la doctrine officielle recommandée. Donc je me suis dit, et c'est vraiment né au dernier moment, enfin mon équipe est témoin, quelques jours avant de me faire vacciner, je me dis, peut-être qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups. Alors moi je suis pas très connu, c'est pas l'objet, c'est pas... Mais peut-être qu'en le mettant en avant avec le ministre de la Santé qui le ferait, ça permettrait d'avoir une expression, une communication plus claire à l'endroit des femmes enceintes, pour leur dire le message que j'ai fait passer, qui est très simple: la grossesse, malgré ce caractère merveilleux, ne te protège pas de cet enfer de la Covid. Et le vaccin, si. Et en fait, il s'avère qu'on a assez de recul aujourd'hui, notamment grâce aux nombreuses femmes enceintes en Israël ou aux États-Unis qui ont pu être vaccinées, pour se rendre compte que la Covid est un vrai danger, notamment à partir du 2e trimestre, puisqu'il entraîne
des naissances prématurées à cause des convulsions et des contractions liées à la fièvre, et on le voit d'ailleurs ces dernières semaines, des nourrissons sont décédés dans des hôpitaux français, notamment dans le sud de la France, parce que la maman pas vaccinée a transmis la pathologie à l'enfant. Bon. Il y a aussi des histoires que je connais de près de femmes enceintes de 7 mois qui ont le Covid, qui sont dans le coma et dont on sort l'enfant par césarienne, ne sachant pas si la maman se réveillera. Bon. Quand on est enceinte, on est un peu sensible, et je me suis dit, si modestement, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, moi je me fais piquer, mais au moins ça permet à Olivier Véran, qui est un excellent ministre, d'avoir une expression avec le professeur Hanecker qui me suit à l'endroit des femmes enceintes, bah, j'aurais peut-être été utile pour pousser le sujet. Il y a eu beaucoup de progrès, et il y a encore beaucoup de boulot. Moi, j'ai remarqué deux choses depuis que j'observe la vie politique, donc depuis 20 ans. J'ai remarqué déjà que beaucoup de femmes, notamment dans le passé, qui s'engageaient en politique, devenaient de plus en plus politiques et en fait de moins en moins femmes. C'est pas le modèle qui m'interpelle et c'est pas ce que j'ai envie d'être. Moi, je suis assez féminine, j'aime pas avoir les mains pas faites. Ma maman me disait toujours, l'élégance est une forme de politesse. Je trouve que c'est important quand on se présente devant les gens, aussi bien au marché que sur un plateau télé, de pas avoir de taches sur sa veste, d'être à peu près coiffé. Une question pas de coquetterie basique, une question de respect à l'endroit de ceux qui vous ont choisi. Et en fait, j'ai remarqué que c'est pas tant être une femme qui est difficile. Parce qu'on est femme, enfin, Simone de Beauvoir serait pas d'accord avec moi, mais on est femme, même si on le devient. Et pour la paraphraser, je dirais, en politique, c'est pas tant de le devenir femme, parce qu'à partir du moment où tu es élu ou ministre et que tu es une femme, tu es estampillée comme femme. D'abord, tu es parfois même là parce que tu es une femme. Parce qu'il faut respecter les critères de la parité. Et donc, il faut une femme. Un truc qu'on entend beaucoup pendant les remaniements. Ah non, il faut une femme. Bon. Moi, ce qui compte, c'est de rester une femme. De ne pas me transformer en ce que je ne suis pas. De ne pas devenir une chose, par exemple, dure, brutale, compétitrice, masculine, dans la forme comme dans le fond. De ne pas adopter les codes, parfois, des mecs. De rester femme, avec nos spécificités de femmes, qui peuvent, pour le coup, apporter beaucoup à la politique, avec la sensibilité des femmes, avec le regard des femmes, et rester femme aussi dans l'attitude, dans le... Vous voyez, il y en a de moins en moins. Moi, j'ai connu des horreurs il y a 15 ans. Il y en a de moins en moins, des réflexions graveleuses quand tu as une jupe un peu courte ou un truc en dentelle. Mais jamais je changerai là-dessus. Jamais. Je pense que c'est très important de ne pas se mettre en pantalon sous prétexte que tu es mal à l'aise vis-à-vis des réflexions des mecs qui, il y a 10-15 ans, je dois dire qu'aujourd'hui, ça a considérablement changé. Il faut aussi rendre hommage à l'évolution de la société quand c'est le cas. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Cécile Duflot et sa robe à fleurs. Moi, j'étais tombée de ma chaise. Je trouve ça très bien que les ministres soient en robe à fleurs. Ma dernière question, Olivia Grégoire, ne sera pas pour la femme politique que vous êtes, mais pour la future maman. Le GIEC, les experts pour le climat, vient de publier son 6e rapport. En tant que mère, en tant que future mère, mais en tant que mère, à l'heure de la crise climatique, aujourd'hui on parle d'une crise, on ne parle plus de réchauffement, on parle de crise climatique. Quel monde pensez-vous que vous allez offrir à votre fille et que nous allons collectivement offrir à nos enfants? Un monde, je dirais, aussi angoissé qu'angoissant. Un monde où certains prédisent la faim, la mort, le cataclysme, le chaos, promeuvent la décroissance. Alors, il ne s'agit pas de faire fi du réel. Le GIEC est assez clair, les chiffres sont là, et je crois qu'au-delà des chiffres, il suffit de regarder l'été qu'on vient de passer, entre sécheresse absolue, feu et inondation, le cocktail est là. Le dérèglement climatique, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais je crois qu'il est important, il est essentiel d'agir. Il en va de la survie de notre espèce.
Mais c'est agir qui est essentiel. C'est l'action, c'est le faire. C'est pas la complainte, c'est pas l'atermoiement, c'est pas, et on revient à Sioran, c'est pas le pot de peinture noire avec lequel tu es en train de peindre le monde. Je m'inquiète aussi de la noirceur et de la peinture noire que certains mettent sur le monde. Quand un enfant arrive, l'enfance, c'est... On croit à tout, c'est le temps, le royaume de tous les possibles, le royaume de l'émerveillement. Et je crois qu'il est important, et j'espère que ma fille aura quand même parfois les yeux qui brillent et un peu d'émerveillement devant la grandeur de la nature, si tant est qu'on sache agir, et il en va de la responsabilité de notre génération. Mais je parle d'agir, pas de parler, d'agir et de faire. Moi, ce que j'ai découvert avec la politique et mon entrée au gouvernement, ça, je le savais, une première chose que je savais déjà, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent, parlare, voilà, ça cause beaucoup. Mais quand il faut faire, c'est une autre histoire. Et l'autre chose que j'ai apprise, c'est... Il ne s'agit pas de promouvoir une politique de petits pas, mais on ne va pas changer le monde d'un coup de baguette magique. Et ceux qui nous vendent ça racontent des carabistouilles, comme dirait le président de la République. Et en fait, si tant est que ça se fasse, ça entraînerait des conflits, des guerres civiles et des chocs de civilisation extrêmement profonds. Donc, ensemble, comme on essaye de le faire typiquement autour d'Emmanuel Macron, sur la mobilisation, par exemple, de la planète finance au service de l'écologie, c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est en arrêtant de financer des énergies fossiles totalement irresponsables, en arrêtant d'aider ou d'accompagner des boîtes qui sont irresponsables au plan social, qu'on va faire bouger les lignes. Et ça va peut-être prendre... c'est vrai que ça va peut-être prendre encore 10 ans. J'entends certains qui me disent « mais c'est dans l'année, si on ne change pas dans l'année, le monde va s'effondrer ». J'entends bien que le monde est en danger. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Et parmi ces gens qui parlent, il y en a pas mal qui mentent. L'épreuve du pouvoir, elle est difficile parce que tu es confronté au réel. Et Lacan disait très joliment, le réel, c'est quand ça cogne. Le réel, c'est la taxe carbone. Ça a cogné. Alors on peut se dire, on peut faire comme ça, en disant non, non, ça va pas cogner. Mais ça a cogné. Il y a eu des centaines de milliers de Français dans les rues. Et on a dû faire marche arrière. Qu'est-ce qu'on apprend de cette erreur ? On apprend que tu ne décrètes pas pour la vie des gens de façon unilatérale et qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays, par exemple, qui ont besoin de leur voiture pour 1001 choses et qui ne sont pas prêts et qui ne seront peut-être jamais prêts à ce que l'État vienne s'immiscer sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on en revient à l'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on dépasse l'échec qu'on a pu avoir. Ceux qui vous disent on va remettre la taxe carbone, c'est super joli. À la mode française 2019. On va le faire à l'Europe avec le président de la République pendant la présidence française, je l'espère. Mais c'est super joli sur les plateaux télé. Ça fait peut-être 2 ou 3% dans les sondages et machin. Mais ils mentent. Et je terminerai là-dessus. C'est pas grave parce que c'est un mensonge. Je suis pas là pour donner des leçons de morale. Mais c'est grave parce que ces mensonges-là, ça fait 2 choses. Et on le voit bien depuis 25 ans. Ça fait de la dépolitisation. Fait de l'abstention. Ils m'ont menti, donc ils vont se faire foutre, j'irai plus voter. Et ça fait 30 ans qu'on le voit. Et ça fait autre chose. Je ne sais pas lequel est le pire, je veux dire. Si c'est la déréliction du politique, avec l'abstention, ou si c'est le renforcement des extrêmes. Comme les démocrates modérés m'ont menti, ah bah je vais donner ma chance à ceux qui ne m'ont pas encore menti. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. Et dans le débat public et le débat qu'on aura sur la présidentielle, je le dis parce que je peux déjà vous faire et la liste et les arguments de ceux qui vont nous dire « vous n'avez rien fait ». Et ben moi, vous voyez, j'aurais porté une partie d'une loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui fait que ma fille, par exemple, quand on ira au supermarché, dans 4-5 ans, et ben on pourra acheter en vrac une partie des denrées alimentaires. On pourra... avec son papa, on pourra faire remplacer des pièces de son vélo ou son papa des pièces de son scooter. Et le constructeur, il sera obligé de nous fournir les pièces, plutôt que de nous faire racheter comme c'est le cas aujourd'hui. On pourra mettre une partie des sous qu'on gagne au service de l'épargne sociale et solidaire et venir financer plus facilement des projets
responsable au plan environnemental ou social. Et en fait, c'est toutes ces actions en kaléidoscope qui font bouger un pays et donc le monde. Et je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur du grand soir, que ça fait des très jolis discours, mais que les tenants et aboutissants de ces discours, ils peuvent être très contre-productifs, voire antidémocratiques. Et ça m'interpelle. Donc j'espère qu'elle gardera un peu, je ne l'ai pas cité, Yourcenar quand même, Les yeux ouverts, qui est une série d'entretiens que je recommande de Marguerite Yourcenar, qu'elle ait les yeux ouverts, mais qu'elle ait encore un peu les yeux qui brillent. Alors on garde les yeux ouverts, on garde espoir, oui. On agit. Olivia Grégoire, merci beaucoup pour cette interview à Mediatico. On vous souhaite plein d'étoiles dans les yeux de votre fille et plein d'étoiles dans les yeux de tous les enfants du monde. Merci à vous.